Bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo actu Ligue 1, classement, championnat, Paris, Mercato, Panic Buy, plein de choses à aborder, comme d'habitude, comme chaque semaine quand on parle de Ligue 1, ça fait plaisir. Je suis toujours avec Melvin, journaliste sportif. Comment il va? J'espère qu'il a bien vécu ces dernières heures du Mercato hivernal. Il était agité finalement. Écoute, elles étaient assez mouvementées. Alors, je sais pas si ça sera confirmé dans le temps, mais honnêtement, on parle beaucoup de mercato d'hiver, tu sais, d'ajustement d'un ou deux mouvements. J'ai trouvé que ça s'est quand même assez emballé Ouais, cet hiver, entre des clubs de première ligue qui ont quand même mis l'argent sur la table et par ruissellement, la Ligue 1 aussi qui a pas mal bougé. ouais, il y a eu des gros départs et des belles arrivées. Une petite pensée pour Amiens, on a bien rigolé avec le ligne sur la journée du dernier Mercato d'Amiens où à chaque fois il y avait un tweet toutes les heures pour annoncer un départ. Il n'y a plus personne. Ah Bah, putain. sur la fin, voilà, il y a deux, trois recrues avec Thomas Oui. Monconduit qui n'a pas joué depuis le mois de mai dernier et qui revient de blessure. Mais c'était quelque chose. C'était quelque C'était pas... chose, voilà, pour situer aux gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que John Williams, donc le directeur sportif d'Amiens, est venu lundi pour le dernier jour de Mercato à Amiens. Il vient de repartir à Bordeaux. Voilà. Voilà. Il est Eh venu pour une ben, journée. il a Il a amené... fait chez 4 départs, 3 arrivées. Allez, démerdez-vous, rendez-vous tout été. Et pour le coup, il nous a amené quelqu'un d'ami en plus à Bordeaux, parce qu'on a eu un Eli en prêt et qui pour l'instant performe. Donc on verra ça avec Bordeaux, on suivra. Il est revenu à un point de sa valeur en National 2. C'est un autre débat, parlons de Ligue 1. Avant de parler de Ligue 1, je vais vous donner des petites news qu'on n'évoquera pas dans la vidéo, c'est pour ça que je les évoque maintenant, elles sont pas forcément utiles, ces petites news. Première news, c'est DAZN qui a lancé une nouvelle offre à 49 € jusqu'à la fin de saison. C'est un pass fin de saison, vous payez en une fois et vous avez accès jusqu'à la fin de saison. On nous avait dit que c'était 40 € par mois en début de saison et c'était le bon prix, selon les intermédiaires DAZN France. Et il s'avère que finalement, peut-être pas. Voilà, je sais pas qui prendra ce pass-là. Ils ont péniblement dépassé les 500 000 abonnés, je crois, dernièrement, selon plusieurs informations. Maintenant, est-ce que les gens s'abonneront? Je ne sais pas. Si vous comptez le prendre, faites attention parce que il me semble que c'est sous renouvellement, donc pensez à annuler une fois que vous avez payé, comme ça vous êtes tranquille jusqu'à la fin de saison. On ne sait jamais. Mais voilà, ça c'est le prix d'Azone. Écoutez, on verra ce que ça va donner. On fera peut-être le bilan d'Azone en fin de saison. Et on reparlera de la production télé, qui n'est pas forcément de leur faute, parce que c'est la LFP qui produit, mais sur le Lyon-Marseille, enfin sur le Marseille-Lyon de la semaine dernière, il y aura quelques trucs à dire. Pêle-mêle. Vas-y. Faut noter aussi que il y a des issues, il commence à avoir des bruits de couloir comme quoi DAZN aussi voudrait renégocier son contrat auprès de la Ligue. Je rappelle que la Ligue a une clause de retrait. Donc potentiellement fin de saison, on n'a pas de diffuseur. Et vu le talent Oui. de nos géants de football français, j'ose espérer qu'ils n'ont pas de plan B. Bah là je pense. Bah on peut se proposer, si vous voulez on peut les diffuser sur Twitch. On nous a demandé quand est-ce qu'on revenait sur Twitch la semaine dernière dans les commentaires. Promis, il faut qu'on trouve des dates. J'aimerais bien suivre des matchs en direct, donc peut-être qu'on fera ça aussi. Peut-être qu'on diffusera, nous aussi, on va se proposer. Hein. La Ligue, on fera notre dossier. Hein. Peut-être plus crédible que je ne sais pas. Compris. Bon, pêle-mêle, des petites infos dont on parlera pas dans la vidéo. Paul Pogba, quel avenir? Il pourra reprendre la compétition le mois prochain. Ça a pas eu lieu à l'Olympique de Marseille il y a quelques mois. On verra s'il y aura des portes ouvertes. Il veut rester dans un club compétitif pour rejoindre l'équipe de France. On a la date du Classico PSG-OM. Ça sera le 16 mars à 20h45. Voilà. On a la LFP qui a créé un badge meilleur passeur. Ouais, donc j'en ai rien à foutre, mais je la balance. Comme ça, je donne les infos. Voilà, c'est Joe Neves qui pour l'instant là. J'espère que vous êtes contents. Et il y a Levin Kurzawa qui s'engage avec Boavista, club détenu par Gérard Lopez. Voilà, c'est les infos dont on parlera pas dans la vidéo que je voulais balancer pêle-mêle. Voilà, c'est cadeau. Je vous les offre et on peut toucher vers la journée d'hier. À part si t'as envie de réagir sur une des infos. Oh, Levin Kurzawa qui retrouve un club au Portugal. Le Voilà, ça, bon, hein. Boavista, attention. ouais, j'ai hâte de voir. On a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé le Kurzawa de Monaco Oui. dès le début. Après, malheureusement, il y a ce transfert au PSG où, en fait, au final, c'était plus un joueur de foot, malheureusement. Donc, on va voir à Boavista. J'aurais bien voulu le revoir dans un club de Ligue 1, voilà, Ouais. au moins qui tente le coup en France. Ça n'a pas été le cas. On va voir Boavista. Est-ce qu'il sera payé Un autre en débat. temps et en heure? Voilà, bon courage. On va dire qu'à côté, la Turquie, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, bon courage. Voilà, moi, je l'aurais bien vu au FC Nantes. Je le dis, c'est un coup que le FC Nantes aurait pu faire, mais bon, on verra. On reparlera du FC Nantes parce qu'il y a eu des petites arrivées du côté du Mercato. Allez, on bascule sur la journée de Ligue 1 tout de suite. La Ligue 1 avec cette journée, cette 21e journée qui ouvrira d'ailleurs par le FC Nantes puisqu'on aura le droit à un Nantes-Brest à vendredi à 19h parce que c'est une semaine de Ligue des Champions, celle qui suit. Donc c'est pour ça que les clubs jouent plus tôt. On a un PSG Monaco dès 21h, donc c'est une très très belle affiche du vendredi soir. Nice-Lens, Lille-Le Havre, Saint-Etienne-Rennes et le multi, enfin la journée du dimanche avec Lyon-Reims à 15h. Le multi à 17h avec deux matchs
Auxerre, Toulouse et Strasbourg-Montpellier. On conclura cette journée avec un Angers Olympique de Marseille avec peut-être les débuts d'Ismaël Benasser. Le classement, le point classement, comme d'habitude, comme chaque semaine, sur cette Ligue 1 après 20 journées. Le PSG est leader avec 10 points d'avance sur Marseille. Monaco est 3e et a déjà 3 longueurs de retard sur l'Olympique de Marseille. Lille est 4e. Saint-Etienne est barragiste. Montpellier, Le Havre relégable. Rennes est juste devant la zone rouge. Et pour info, et on en parlera peut-être quand on évoquera le cas du LOSC, il y a 14 matchs de différence cette saison entre le LOSC et l'Olympique de Marseille qui sont deux candidats au podium. C'est-à-dire que Lille a joué 14 matchs de plus que Marseille et ça a peut-être posé un peu dans les pattes pour les Lillois. On évoquera ça peut-être sur la fin de saison. Premier match, première affiche importante. L'un lutte pour le maintien, l'autre lutte pour l'Europe. C'est Nantes contre Brest. Les Brestois qui sont un petit peu repris, qui sont qualifiés durement en Ligue des Champions, en Ligue des Champions aussi, mais en Coupe de France également hier face à 3 victoires 2-1 au bout du suspense. Nantes, écoute, 14e de Ligue 1, 21 points, il faut des points, et il y a Francis Coquelin qui est arrivé. Et Marchak Elia aussi. Oui, c'est vrai. À la pointe de l'attaque, qui a signé, ça a été un dossier assez complexe avec pas mal d'intermédiaires, et finalement Nantes a réussi à s'en sortir ou à juste abdiquer sur les montants. Ça sera des choses qui seront dévoilées peut-être par la suite. Et ces deux renforts qui vont faire du bien, couplé avec Anthony Lopez. Il y a des têtes neuves, en fait, on ne sait pas le niveau. Francis Coquelin, c'est une énorme interrogation. Oui. Un coup de poker. Il revient d'une petite blessure qui a un petit peu retardé sa signature. Donc voilà, on va voir du côté du FC Nantes des nouvelles têtes, ça va leur faire du bien. Ils ont réussi à garder quand même quelques éléments. Sorba Thomas, sur la fin du mercato, il y avait des approches de championship, il est resté. T'as quand même quelques éléments. Voilà, on verra par la suite. Est-ce que c'est des bons joueurs? Après, moi j'ai toujours tendance à dire que c'est pas bon ou mauvais joueur, mais surtout le contexte. Ouais. Est-ce que le FC Nantes aujourd'hui est propice à performer? Je ne crois pas. Donc voilà, mais ça va apporter un petit peu de peps. Nantes a gagné à Reims aussi, faut le noter. Ils n'ont pas perdu depuis Brest. C'est ça, ça fait quand même 5 matchs. Un match contre la France. Et surtout, quand tu vois le calendrier, en soi, hormis Saint-Etienne, c'était quand même des équipes qui jouent un autre championnat. Donc maintenant, il faut confirmer contre des adversaires, même si Brest est plutôt est dans la partie haute du tableau. Faut confirmer contre Brest et essayer de prendre ces 3 points qui feront du bien face à des concurrents qui sont pour moi Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier. C'est ça. Bon, Brest, on n'a pas. Bon, Brest, ça roule. Brest, il y a Ligue des Champions contre le PSG. C'est peut-être les derniers matchs de Ligue des Champions du Stade Brestois. Ils sont peut-être focus dessus. Ça sera dès début de la semaine prochaine. Brest en championnat sort d'une défaite contre Paris 5-2, mais ça reflète pas vraiment la physionomie du match. Ils ont assez ouvert le jeu quand même. Ils restent sur une bonne série juste avant. Ça va être un match sympathique. Est-ce que tu vois Brest aller s'imposer à Nantes, ou est-ce que tu vois Nantes enchaîner en Nantes qui ne perd pas quoi. J'aurais pas cru. Ouais, Brest en forme. On avait un peu peur avec le contre-coup de la Ligue des Champions qui est très énergivore. Et finalement, en fait, tu te retrouves. Et ça, je pense que ça sera une vraie force pour Eric Roy pour garder son groupe mobilisé. Tu te retrouves à jouer. Alors, 2 matchs contre le PSG, ça va être très très compliqué pour se qualifier. Mais t'as quand même une chance non négligeable. Tu disputes le match, donc t'as ces 2 matchs. T'as la Coupe de France où t'es en quart de finale Ouais. et Brest et la Coupe, c'est pas une grande histoire d'amour. Donc c'est quelque chose, c'est un événement et t'as moyen d'aller, C'est ouvert en pourquoi plus. pas. Voilà, c'est ouvert derrière voilà, le PSG qui fait office d'ogre derrière, tout est ouvert. Donc t'as peut-être la perspective de t'offrir voilà, des matchs bonus et des matchs importants. Et en plus en championnat, t'es quand même à la lutte pour les places européennes. Donc Brest a pas mal de choses à jouer, donc ça va être intéressant de voir la fin de saison. En tout cas, Brest confirme en tout cas que c'est devenu un club voilà, qui peu propice à être intégré dans, on va dire, la partie haute du tableau. Et Donc sur ce match, ouais, vas-y, fini. ouais, je vais aller sur un match nul entre les deux équipes parce que ça va être quand même très difficile à pronostiquer entre deux équipes qui sont plutôt en forme. C'est ça. Et j'espère pour les Brestois qu'ils ne choperont pas le PSG en quart de finale de Coupe de France. Ça ferait beaucoup de matchs contre eux. Et ça s'enchaînerait. Mais ouais, je vais jouer sur une victoire de Nantes, moi, juste parce que. Bon, à Brest, tu me diras, avant Ligue des Champions, souvent, bon, ça a été un peu coup-ci, coup-ça. Mais je vais quand même me dire qu'ils sont peut-être tournés vers cette dernière échéance, peut-être européenne.
avant de pleinement occuper le championnat. Et Nantes aime ce genre de match voilà, où ils sont un peu sur le qui-vive, où ils ont rien à perdre. Nantes a quand même cette expérience-là, donc ça peut jouer. On va parler du match suivant, c'est PSG-Monaco. Bah, écoutez, ça a été l'affiche du Trophée des Champions, ça a donné un excellent match à l'aller, surtout avec une victoire parisienne. Le PSG toujours invaincu en Ligue 1. Monaco, un peu dans le dur, mais voilà, une belle valse en Ligue des Champions. S'est remis sur les 2 dernières journées à gagner, et il fallait parce que la lutte pour le podium, sinon ça allait être compliqué. Je les vois quand même pas faire un résultat au Parc, contre Paris. Même si Paris a la Ligue des Champions a joué, on a vu Luis Enrique a même pas fait tourner en Coupe de France, enfin pas trop. Moi je vois Monaco quand même peut-être un peu sauter quand même. Ouais, ça va être un match assez intéressant pour le PSG, qui doit confirmer. Ils sont quand même sur une très bonne dynamique. On voit que des choses qui sont très abouties. Alors, la victoire 5-2 est un peu en trompe-l'œil, on l'a dit. Mais on voit des choses dans le jeu qu'on ne voyait pas au PSG il y a encore quelques mois. Donc, je trouve que cette attaque, mine de rien, avec ses profils, le fait que c'est un peu interchangeable, ça permet d'être très illisible pour tes adversaires. C'est pas plus mal en Ligue des Champions. Et là, en championnat, c'est vrai que ce match contre Monaco, moi, je vois le PSG gagner parce que Monaco réussit jamais véritablement contre le PSG. On a vu cette saison qu'à chaque fois qu'ils étaient opposés, ça craquait assez rapidement. Puis Monaco est pas dans une forme, on va dire, olympique. J'ai des doutes. Enfin, c'est un petit peu la crise hivernale. Ils ont gagné contre Auxerre, mais voilà, franchement, c'était pas le grand Monaco. Donc voilà, moi je vais aller sur la victoire tranquille du PSG contre Monaco. Le PSG a quand même cette faculté à lever le jeu, enfin à élever son niveau de jeu contre les équipes qui sont censées lutter contre lui en Ligue 1, enfin en tout cas sur la lutte pour le podium. Il n'y a pas eu match contre Marseille, il n'y a pas eu match contre Lyon, il n'y a pas eu match contre Monaco, il n'y a pas. C'est une équipe qui, voilà, et en plus tu le sens que depuis quelques semaines, ça tourne vraiment bien du côté du PSG. On a été très critiques envers eux, je pense à juste titre, sur la première partie de saison. Et je pense que ça va être un contender intéressant à suivre. Cette deuxième partie de saison de Paris, pour moi, elle est ultra intéressante à suivre parce que ils montrent des choses qu'ils ne montraient pas en première partie de saison. Ils ont enfin retrouvé un petit peu d'efficacité devant. Et c'était le gros souci du PSG. Et donc ça va vraiment pas devenir déconnant, surtout qu'en Ligue 1 ils vont pouvoir se permettre de faire tourner. Donc en Ligue des Champions ils auront une grosse opposition derrière s'ils passent contre Brest, parce que ce sera soit Liverpool soit le Barça. Et ça va être costaud, ça va être un gros test, ça va être très intéressant à suivre. Paris a les cartes en main pour s'offrir une très belle fin de saison et donc ça va être intéressant à suivre sur cette deuxième partie d'année. Enchaînons Nice contre le Racing Club de Lens. Et bien ça aussi, c'est une belle affiche habituelle de Ligue 1 maintenant entre deux candidats à l'Europe. L'OGC Nice est actuellement 5e du championnat, Lens est 6e. Voilà, il y a un point qui sépare les deux formations. Je vous affiche le classement à l'écran, tranquillou. Voilà, vous avez un petit point qui sépare les deux formations. L'OGC Nice, hop, si on regarde la série, il y a sur un match nul à Toulouse, un Toulouse que je trouve un peu moins flamboyant depuis quelques semaines, et le Racing Club de Lens a gagné à Montpellier. C'est facilité les choses avec une ouverture du score très tôt de la part d'Enbala Zola. Et le Racing Club de Lens qui a beaucoup bougé aussi sur ce mercato. J'affiche là tous les coups de tous les clubs sur les dernières heures du mercato, mais Lens, comme à son habitude, va chercher un peu des profils post-formation, en fait, qui sont un peu méconnus et qui vont derrière essayer de faire des plus-values parce que c'est ce qui s'est passé avec pas mal d'entre eux. Et ça leur a plutôt réussi pour l'instant, notamment Kouchanov. L'exemple Kouzanov, pour moi, c'est l'exemple type de ce que souhaite Lens dans les prochaines années. On a bien compris qu'il y avait il y a un gros caca à changer. C'est-à-dire que Lens, aujourd'hui, dans son recrutement, la première chose qu'il regarde, c'est comment je peux faire du profit. Comme la plupart des clubs, aujourd'hui, Lens, c'est pas dans une logique d'on va dire enrichir son effectif. Dans le Il y avait sens quelques pour aller soucis viser plus financiers. haut. Il y avait quelques soucis financiers à Lens. Voilà. Il y avait besoin d'argent. Et paradoxalement, Arnaud Pouille, qui a été, on va dire, accusé de ses soucis financiers, a rendu service à Lens avec le départ notamment de Brice Samba. Ça aurait pu être pareil pour Kevin Danzo, qui a été longtemps pisté. Donc voilà, Lens, on va dire, dans cette deuxième partie de saison, en fait, est conforme à ce que voulait Lens depuis cet été. Donc c'est un effectif plutôt jeune.
on va dire insouciant, t'as un entraîneur jeune, en fait, t'as des paris de partout. On va voir si ça va tenir. Alors, ils sont sixième, ils sont plutôt bien placés. Maintenant, contre ces matchs contre Nice, c'est des matchs, on va dire, où on attend Lens. Parce que justement, s'ils veulent rester à cette sixième place ou voire aller accrocher une cinquième place, parce que pour moi, ils seront pas en Ligue des Champions, c'est ce genre de match contre des concurrents directs où j'attends Lens. Et depuis le début de saison, je trouve que ça pêchait quand même. Effectivement, contre les grosses cylindrées, ça marche un peu moins. Il faut gagner contre un concurrent direct. Lens, oui, il y a un projet qui est vraiment intéressant. À voir comment cet effectif va prendre, voir comment Will Steele va manier cet effectif et le rendre compétitif rapidement. Bon, petite coupure de courant, du coup on est de retour. J'en ai profité pour mettre un sublime maillot d'un club albanais. Euh, sympathique. Allez, on reprend. Le calendrier de Lens, on le disait, 5 défaites cette saison. Pour le Racing Club de Lens, contre des gros, contre des adversaires directs, Lille, PSG, Marseille, PSG, il y a Toulouse qui s'est glissé là, qui était une défaite à domicile. C'est l'une des seules, il me semble, avec le derby du Nord perdu par le Racing Club de Lens. Je disais que j'allais mettre le match nul, moi, ce week-end, pour ces Lensois-là, parce que je trouve que c'est deux équipes qui se valent, c'est deux équipes qui sont à la lutte, et Lens à domicile est quand même assez solide. Nice, pardon, n'a perdu que tous ses matchs à l'extérieur cette saison. On a perdu les 4 défaites niçoises sont à l'extérieur cette saison. Plutôt, c'est plus simple comme ça. Je sais pas ce que tu vois toi. Moi, je vois une rencontre serrée, deux équipes qui défensivement peuvent être solides. Lens sur 2 clean sheets consécutifs en plus. Ouais, c'est deux équipes en fait qui se ressemblent un petit peu aussi par la trajectoire. Même club, j'ai envie de dire, parce que Nice, il y a un gros désengagement d'Ineos aussi. Donc c'est deux formations deux clubs qui doivent en tout cas retrouver un nouveau, voilà, un nouveau projet sportif, on va dire, et économique. Moi, je vais aller sur un match nul, ouais, aussi entre deux équipes, un match nul assez ouvert, voilà, entre deux équipes qui jouent. Et bien le match nul, c'est ce qui sera rendu. Est-ce que ce sera un match nul en soi? Non, je pense que le match sera quand même intéressant sûr. À voir ce qui va se passer du coup ce week-end. On va enchaîner. Le Lille, le LOSC qui vient d'être sorti de Coupe de France par Dunkerque hier au pénalty sur une séance assez folle. Le Dunkerque surprise de cette saison qui est vraiment une équipe formidable et donc a sorti le LOSC de Bruno Genesio. Et il y a une réception du Havre. Avant, rien du tout pour les LOSC parce qu'ils n'ont pas de barrage de Ligue des Champions à jouer eux au moins. Donc ça c'est plutôt pratique pour Genesio qui va pouvoir reposer un petit peu ses troupes. Le Havre, est-ce qu'on y croit encore? Avec un mercato, ça a bougé un petit peu du côté du Havre. Ça a bougé tardivement, mais ça a bougé. Il y a un prêt qui va m'intéresser de voir comment évoluer, c'est Polardier qui a été prêté. Parce qu'il a montré de belles choses avec l'équipe de France U17 notamment, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Il y a eu des arrivées, il y a eu des départs. Il y a eu des départs surtout pour le Havre. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ces Havrais? Est-ce qu'on y croit encore? J'avoue que bon, c'est compliqué quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est pas assez. Voilà, on sent que le Havre est dans une dynamique assez compliquée. T'as des paris qui ont été faits avec Hassan, Ballo-Touré et le jeune Diawara notamment. T'as eu quelques départs, mais voilà, pour moi, ce Havre-là est encore trop faible et surtout face à un adversaire comme Lille, moi, je mise sans souci la victoire de Lille contre le Havre. Mais aussi également la victoire lilloise. Je pense qu'on va passer rapidement dessus. N'hésitez pas, supporter Havrais, à me dire si vous y croyez encore pour le maintien de ce club-là. Il y a tout simplement un effectif qui est peut-être trop faible cette saison pour. Avec le départ de Targaline aujourd'hui, Oui, en plus. Arrête de c'est partir énorme, ouais. bientôt. Donc, t'as perdu des éléments. T'en as qui sont retournés en Ligue 2, d'autres qui sont partis à l'étranger. Donc, ouais. T'as du vent, hein, forcément. Le Havre s'est fait un peu entuber aussi par CVC, ce qui a un peu mis un trou dans les caisses. Faut pas non plus sous-estimer, donc c'est pour ça que ça va pas aider pour les Havrais. Saint-Etienne, Rennes. Alors, Saint-Etienne, j'ai été très étonné du mouvement de Saint-Etienne sur le mercato. Moi, je sais pas si tu. Bah là, on a deux équipes dont on se posait des questions sur le mercato. Elles ont été. On a eu des réponses. Est-ce que c'est celles qui nous conviennent? Je ne sais pas, mais on va évoquer le cas de Saint-Etienne, parce que je commence à parler. On parlera de Rennes juste après. J'attendais que Saint-Etienne sortent du bois plus tôt sur le mercato, notamment au niveau des latéraux, parce que Denis Sapia et Léo Petro, ils donnent beaucoup, mais c'est pas suffisant, je pense, pour la Ligue 1. Et c'est le gros point faible, et c'est un point faible qui a commencé à se voir et de plus en plus pour les Stéphanois, je pense, sur cette fin de saison-là, surtout pour la lutte pour le maintien, où tu dois être défensivement très solide. Il y a eu des renforts intéressants. Maintenant, voilà, le retour de Cardona notamment. Il y a l'arrivée de Maxime Bernauer. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je m'en excuse par avance, Dynamo Zagreb. Est-ce que tu attendais un peu plus? Moi, personnellement, j'attendais des latéraux, moi, surtout. Pas pour toi, mais Moi, je m'attendais surtout à un mercato un peu plus ambitieux. aussi.
Le point qu'on a tous souligné, et le constat même fait par les dirigeants de Saint-Etienne, c'est que l'effectif était trop limité, on va dire, pour t'assurer une sécurité en Ligue 1. Donc, est-ce que ton effectif aujourd'hui est beaucoup plus renforcé qu'il était avant le début d'hiver? Bah non, 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 tu rajoutes deux joueurs. Alors certes, Cardona, on va voir parce qu'il faut qu'il arrive au niveau Ligue 1, hein. Je rappelais que Cardona à Brest, ça n'avait pas foncièrement non plus réussi. C'était pas le buteur qu'on a vu en Ligue 2. Donc il y a déjà ça. Le deuxième point, Maxime Bernauer, c'est pareil, il va découvrir la Ligue 1 en contexte différent. C'est un défenseur qui va s'adapter parfaitement au jeu d'Orneland, qui a des vraies capacités de relance, qui aime le jeu. Enfin, c'est une recrue que je trouve Ouais, intéressante. Mais intéressant aussi. aujourd'hui, te dire avec ces deux joueurs, entre guillemets, ton effectif est meilleur qu'aujourd'hui tes concurrents, non. Quand tu vois la situation classement, Rennes a rebâti à 11. Euh, Montpellier a quand même fait quelques coups, on verra, là aussi on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, a fait quelques coups. On a parlé du Havre, mais voilà, entre le Havre et Saint-Etienne, je me dis pas que Saint-Etienne met une claque à l'effectif du Havre. Donc tu es dans une situation assez compliquée, tu as eu des départs bon, de joueurs qui ne jouaient pas. À mon goût, Mais voilà, au dernier je moment. trouve, voilà, ouais, à mon goût aussi. Mais je trouve que cet effectif en soi n'est pas renforcé comme il devait l'être cet hiver. Au point noir pour les latéraux, personnellement. Après, on verra ce que ça va donner. Un dev central, ça fera toujours du bien quand on voit les performances de certains. Voilà, Batumensi Kanade, ça tire la baraque. C'est peut-être un peu en dessous encore, même si Nade propose des choses intéressantes. Des fois, on le voit sur un autre poste. Mais bon, voilà, on verra le retour de Cornu aussi, malgré tout. Pas sûr que défensivement, ce soit suffisant. Par contre, le Stade Rennais, oui, tu as commencé à en parler, ils ont bâti un 11. Voilà. Je sais plus le nombre d'arrivées. Je crois que j'ai un tweet qui résume pas trop mal le mercato rennais. Voilà, avec. Ah, ça a été on a beaucoup critiqué Lyon l'an passé, qui a dépensé des milliers des cents pour beaucoup de joueurs au mercato hivernal pour sauver un peu sa saison. Même, malgré tout, que les joueurs du mercato hivernal n'ont pas tous joué l'an passé à Lyon. Et voilà. La Rennes, pareil, ça a envoyé du steak, hein. Et là, le mercato hivernal, je sais pas s'il faut sportivement le championnat. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Mais en tout cas, Rennes a profité de ce mercato-là pour ouais, se refaire un 11 et retenter des coups. Juste moi, le cas de Lilian Brassier, ça me pose un petit peu question parce que bon, le projet Rennais, on l'a déjà dit qu'on comprenait pas trop ce qu'il faisait. Quand tu es autant en difficulté défensivement que tu joues pour le maintien, tu vas chercher un joueur qui, sur le papier, c'est une très bonne idée, Lilian Brassier, parce que c'est un très bon joueur, il a montré de belles choses à Brest, mais qui est en panne de confiance complète depuis son arrivée à Marseille. Le remède, est-ce que Rennes, c'est le bon club pour se relancer dans la situation actuelle? Je sais pas. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Mercato Rennais, voilà. On a envoyé. On a envoyé sur les salaires, on a envoyé sur les prix. On peut le résumer en deux choses. Rennes a acheté au prix fort et on va dire, a vendu très mal. Je vais commencer par le plus simple, les ventes. Au final, bah, tu balayes de ce que ton mercato d'été, hein. Je pense qu'aujourd'hui, Ouais. Frédéric Massara, en fait, est un directeur sportif qui est fictif désormais, parce que là, tu l'as totalement désavoué, puisque tu as liquidé quasiment toutes ses recrues, à juste titre, puisqu'ils n'ont, on va dire, pas performé dans le contexte rennais. Mais le souci, c'est que tu les as très mal vendus. Alors, Rota, c'est pas le pire, tu le vends 8 millions au Celtic Glasgow. Mais Grandbeck, tu le prêtes avec option d'achat à Southampton. Southampton qui est bien parti pour être relégué en Oui. Championship. Donc, est-ce que derrière, ils vont le prendre? Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'inconnus. Santa Maria, en soi, tu le vends très mal. Dans le sens, c'est un prêt. Et tu doutes, vu ses premières performances, que Nice a levé l'option d'achat, mais tu aurais pu avoir beaucoup plus pour Santa Maria. Ken Kamara, c'est un milieu plutôt solide d'ordinaire. Alors, il a peut-être pas montré de grandes choses à Rennes, mais là aussi, tu le vends quasiment à Al-Shabaab. Henrik Mester, bon, lui, c'est voilà, une inconnue. Et Ostigard, une catastrophe, mais là aussi, tu vas certainement le vendre à perte. Donc, les ventes ont été très mal gérées. Maintenant, côté recrue, tu as payé au prix fair, et quand je dis au prix fair, il y a quand même des trucs délirants, hein. Moi, le premier truc délirant que je vois, c'est le cas Jérémy Jacquet. C'est-à-dire que tu le prêtes à Clermont. Je n'ai jamais vu ça. Tu le prêtes à Clermont. Et tu lâches 1 million pour la Tu vas résiliation. payer. Tu vas payer pour pouvoir récupérer ton Ouais. joueur. C'est quelque chose. Et sachant qu'en plus, tu le payes, sachant qu'on n'est pas à l'abri qu'il soit sur le banc aussi. 1 million, hein. C'est un joueur qui a montré de belles choses. Voilà, 1 million d'euros. Tu lâches 1 million d'euros dans la nature. Et tu as des prix qui sont quand même pour moi assez élevés. Parce que c'est comme Fofana, on parle des 20 millions d'euros, mais il faut parler aussi du salaire. Brice Samba, pareil. Anthony Roux, il n'est pas venu pour un SMIC.
La recrue japonaise, Furuhashi, si je prononce bien. C'est ça. Pareil, Altamari, t'as aligné les salaires pour le convaincre de quitter Montpellier, qui est un concurrent direct. T'as mis de l'argent. T'as tout changé. Pour moi, la meilleure recrue de l'hiver pour Rennes, elle se situe sur le banc. C'est Habib Bey. Parce que pour moi, c'est plus logique d'avoir un Habib Bey qu'un Jorge Sampaoli qui n'était pas du tout adapté au contexte rennais, pas adapté au projet rennais. Et c'était une perte de temps et une perte d'argent parce que lui aussi va repartir avec un chèque. Donc, on verra déjà le travail d'Habib Bey, mais pour moi, je pense que c'est l'entraîneur à même, par rapport à la qualité de cet effectif, par rapport au profil de Rennes, en tout cas de redresser et voilà, de retrouver, on va dire, des attitudes un peu plus correctes, c'est-à-dire le milieu de tableau et voir le haut de tableau, même si on sait très bien que l'Europe est déjà terminée pour Rennes. Mais voilà, je trouve que le mercato est assez. Voilà, ils ont mis au prix fort. Ce sont des bons joueurs dans la plupart qu'ils ont recrutés. Maintenant, voilà, la question du mercato d'hiver, il faudra aussi se la poser un jour. Ouais, moi je trouve ça incohérent surtout. Enfin, je comprends pas le projet. Enfin, on sent que c'est l'urgence là. On sent qu'il fallait prendre des mecs. Bon, voilà la série. Ils sont quand même rattrapés face à Strasbourg la semaine dernière. Ils ont enfin fini cette série de 4 défaites consécutives. C'était assez laborieuse. Sampaoli a sauté. Abibaye après la suite. J'ai hâte de voir ce que va donner Abibaye. Pareil, hein, c'est un pari risqué parce que c'est un entraîneur qui n'a pas d'expérience en Ligue 1 et tu le prends pour jouer immédiatement le maintien sur un club qui n'est pas habitué à jouer le maintien, qui n'était pas calibré pour jouer le maintien. Donc c'est pareil, c'est un pari qui est risqué. Bah, c'est un pari qui, pour l'instant, fonctionne. Et en vrai, Abibay, je pense, a toutes les qualités pour fonctionner et être un bon entraîneur de Ligue 1. Donc ça, ce sera pas de sa faute, si on dit ça échoue. Mais je souhaite que Rennes se relève parce que c'est un beau club avec un beau bastion de supporters. Il y a des choses à faire dans ce club. Il a rien à foutre à cette place-là. Maintenant, il s'y est mis tout seul par un mauvais business plan, on va dire. Et je trouve ça fou de laisser si peu de temps à des recrues, souvent étrangères, qui connaissent pas la France, qui connaissent pas la Ligue 1, qui sont jeunes, qui ont peu d'expérience dans le foot pro. Tu leur laisses à peine 6 mois, et ils sont pas bons, tu les dégages avec des options d'achat, machin, tu les obliges à partir, etc. Ça aussi, c'est parfois un peu, voilà, manque de temps. Après, est-ce que tu en as réellement? Je ne sais pas. Mais bon, ce week-end, il va falloir gagner à Saint-Etienne, et ça sera pas non plus très simple. C'est un match pour un concurrent direct et Saint-Etienne à l'écrou à domicile. C'est souvent une équipe qui se débrouille plutôt bien. Alors les Stéphanois n'ont plus gagné depuis la première d'Orneland. Ça aussi, malheureusement, c'est des matchs compliqués. Il y a eu 2 matchs nuls quand même contre Nantes et Auxerre. Tu perds contre Lille, tu perds contre le PSG, d'accord. Mais Saint-Etienne va à Marseille la semaine prochaine. Donc s'il faut prendre des points, c'est peut-être ce week-end. Et la semaine encore d'après aussi. Là, ça va être un match entre deux concurrents directs Ouais. du fait de la position de Rennes. Rennes, ils doivent confirmer après, on va dire, en tout cas, le regain de combativité parce que dans le jeu, c'était pas non plus flamboyant. C'était pas non plus flamboyant. Donc, faut absolument que Rennes confirme et contre un Saint-Etienne qui déçoit en soi, hein, parce que l'effet Orneland depuis Reims, ben, Il n'y a eu pas eu de c'est, on match va très dire, la simple non plus, dégringolade. mais Oui, mais mine de rien, t'avais Nantes Auxerre qui sont des oui. concurrents directs. T'as pas pris des points. En soi, Saint-Etienne est dans la même place qu'avec Olivier Dalloglio. Donc pour l'instant, t'as pas l'effet. Et sachant que non seulement t'as pas l'effet, t'as un mercato qui me paraît quand même très complexe, qui te donne un nouveau souffle au vu de la faible quantité d'arrivées. Donc dans une situation compliquée. Moi, je vais aller sur la victoire de Rennes contre Saint-Etienne, la confirmation rennaise. La confirmation d'Habib Bey du côté de Saint-Etienne. Moi, je vais aller sur le match nul et je dis que ce sera le match avec le plus de buts de cette journée. Voilà, allez, c'est mon petit prono. Un bon 2-3 partout. Allez, un peu enflammons-nous là. Ils vont nous lâcher un 0-0, je vais chialer. Euh, on le sait tous. Suite, Lyon-Reims. Alors ça pareil, c'est un match qui va être intéressant. Pourquoi Lucas Elstner a sauté? Ça y est, Lucas Elstner n'est plus l'entraîneur du Stade de Reims suite à la défaite de la semaine dernière. C'était malheureusement attendu au vu de la série du Stade de Reims. Lyon, pareil, changé d'entraîneur. On a mis Paulo Fonseca sur le banc désormais et il a perdu à Marseille la semaine passée. J'ai envie de revenir vite fait sur ce match à Marseille. Pas forcément sur la performance lyonnaise parce que, bon, on pourra en parler effectivement tout à l'heure, mais bon, déjà l'OM a remporté 5 de 6 derniers matchs contre Lyon en Ligue 1. Après avoir gagné que 2 de ses 23 confrontations précédentes contre le club lyonnais, donc c'est dire la décadence de l'Olympique lyonnais sur la scène française. Et Giovanni Castaldi a confirmé que la règle des mains, vous savez, le penalty de Rabiot où ça a touché une partie du corps avant d'aller sur la main, cette règle n'existe plus, elle a changé au cours de saison et on a prévenu que les clubs et le corps arbitral, mais pas les téléspectateurs et les suiveurs. Comme quoi, ça c'est quand même merveilleux, mais ça, on ne change rien en Ligue 1, ça marche bien
Et c'est quand même assez impressionnant ce genre de choses. Mais sur le match de la semaine dernière, ce que je voulais revenir, c'était le niveau technique abyssal de cette première mi-temps, que ce soit du côté lyonnais ou du côté marseillais. C'était quand même triste pour un choc de Ligue 1. Et ça a été couplé à une production télé, parce que c'est pas DAZN, c'est la LFP qui produit, mais catastrophique, j'ai trouvé. C'était moche à regarder. Et tu te dis qu'en France, on est à des années-lumière de la production télé de la Liga ou de la Première Ligue, qui sont peut-être les deux meilleurs championnats en termes de production de télé. Et ça te rend le match plus agréable à suivre quand t'es téléspectateur dans ton canapé, quoi. Et c'est affreux, c'était affreux. Et en plus, le niveau technique était abyssal. J'ai trouvé pour un choc de Ligue 1, c'était d'une tristesse. Maintenant, Lyon est tourné vers Reims. Reims qui sera peut-être à vendre. D'ailleurs, c'est une info que je ne me souviens, donc je voulais glisser. C'était l'équipe qui a sorti ça. Je affiche le tweet rapidement. Jean-Pierre Caillot explique que le Stade de France est à vendre et qu'il cherche un repreneur depuis des mois. Il a même racheté l'intégralité des parts aux autres actionnaires afin d'être le seul décideur. Voilà, beaucoup d'actualités pour ces deux clubs. Je sais pas par lequel tu veux commencer, je te laisse libre. Soit sur Reims, soit sur Lyon. Celui qui t'enchante le plus. Moi, en fait, le souci déjà on va parler de Reims parce que c'est quand même l'actualité chaude avec Ouais. le départ d'Esner et ce qu'avante. Le cas rémois, en fait, ça fait un petit moment quand même, hein, parce que la deuxième partie de saison sous Will Steele avec vrai faux départ à Sunderland, t'avais plombé et ça fait quand même un an que ta dynamique est vraiment négative. Euh, que le club soit en vente, ça m'étonne pas parce que pour moi, aujourd'hui, quasiment tous les clubs, on va dire avec actionnaires Oui, c'est français, vrai. sont à Faut pas vente vendre. officiellement ou non par rapport voilà, à la faiblesse des droits télé. Aujourd'hui, je pense que Reims pourrait facilement retrouver un repreneur. Je me fais pas de soucis là-dessus. Mais voilà, le mercato, t'as quand même eu un affaiblissement. Moi, je trouve que ta colonne vertébrale, elle a pris un sacré coup parce que t'as Gbadou qui tenait ta défense. T'as Mounetzi qui est un cadre, Parti, ouais. alors non seulement dans le vestiaire, mais sur le terrain, qui est un joueur exemplaire. Ils sont partis tous les deux à Wolverhampton. T'as recruté un jeune milieu du Portugal. Mais voilà, là aussi, il va falloir qu'il confirme. Et ça sera pas une chose facile. Donc là, c'est un peu dans le flou. Contre une autre équipe Retour, qui est dans le flou, qui est... retour de Jordan Sibacheux. Je me permets de te couper pour cette Ouais. information-là. J'étais très content de voir ce Oui, nom-là. mais Je m'attendais pas à le revoir en Ligue 1, ça. qui peut apporter quelque chose, qui peut apporter du dynamisme en attaque. Donc ça, je pense que c'est une très bonne recrue pour le Stade de Reims. Maintenant, concernant Lyon, alors on a longuement discuté de cette décision Oui. invraisemblable du départ de Pierre Sage. Après Paulo Fonseca, en un match, il n'a pas pu tout révolutionner. Et en fait, on a bien compris qu'il a essayé de stabiliser cette défense, mais il y a trop de lacunes pour que ça tienne. Et au final, tu prends 3 buts à Marseille. Contre Reims, voilà, moi je vais aller sur la victoire de Lyon parce que pour moi, voilà, l'effectif et le club n'était pas en crise plus que ça. Je pense que la fin du mercato va faire du bien parce que voilà, le mercato lyonnais c'est toujours un peu particulier. Voilà, une victoire de l'OL, on va dire étriquée, mais une victoire de l'OL quand même contre un Reims, voilà, qui est un peu en plein doute. Je sais pas qui sera sur le banc et moi. C'est une question qu'on Samba Diawara. pourra pour l'instant. Mais Samba Diawara qui avait fait l'intérim avec succès l'année dernière. c'est vrai. Il avait ramené 2 victoires et un match nul. De ce que j'ai compris des informations, le Stade de Reims envisage très fortement de le conserver jusqu'à la fin de la saison. L'intérimaire, c'était déjà une option l'été dernier. Il s'était finalement tourné sur Luca Esner, qui avait, on va dire, les faveurs de toutes les strates du club. Là, Samba Diawara, en tout cas, est très très bien parti pour s'arrêter, en tout cas pour voilà, faire l'intérim jusqu'à la fin de saison. On verra si ça fonctionne, ce serait une belle récompense. Et puis ça permettra de chercher Très si. apprécié. En plus, ça permettra de chercher un entraîneur Très si t'as besoin apprécié, de. qui a travaillé notamment en Belgique, voilà, qui a vraiment des qualités. Après, c'est lui qui avait souhaité aussi, voilà, ne pas prolonger l'aventure l'été dernier aussi, hein. Il avait vite dit qu'il était là pour quelques matchs. Est-ce que la vie a changé? Est-ce que voilà, il est fait pour ce costume numéro 1 durable? Ça sera aussi quelque chose à suivre. Mais voilà, en tout cas, Reims a changé d'entraîneur. Il va falloir prendre des points pour Reims, surtout, parce que t'as que 4 points d'avance sur Saint-Etienne barragiste. J'attendais Reims plus haut cette saison, c'est une de mes déceptions parce que j'aimais bien l'idée, le projet, le truc, mais là il se passe
Moins de choses. Auxerre-Toulouse, on est dans le multi du dimanche à 17h15. Les Auxerrois qui restent sur une défaite lourde à Monaco, 4-2. Toulouse, lui, a enchaîné un 4e match sans victoire avec un match nul à Nice, contre Nice pardon, la semaine dernière. Et ces deux équipes, finalement, pour l'instant, sont dans ce qu'on appelle le ventre mou de la Ligue 1. Loin de l'Europe. Pour l'instant, on va dire loin du maintien. Il ne faudrait pas se faire peur en deuxième partie de saison. Il faudrait rapidement prendre les points pour valider. Est-ce que c'est pas le match qui sent le bon match nul, ça? C'est compliqué parce que Toulouse, il y a ce problème d'efficacité aussi Ouais. qui est assez criant. On a toujours ce manque de neuf pour moi qui est assez compliqué. Et contre Nice, il n'y a pas la boulette de Bouca, je suis pas sûr qu'ils arrivent à égaliser. Et Auxerre de son côté, Auxerre aurait rentré dans le rang après une très bonne dynamique. Là, je sens que c'est quand même un peu plus compliqué. Je vais aller sur le match nul parce que franchement, c'est deux équipes qui sont un peu en difficulté. Mais surtout, voilà, Toulouse, toujours ce problème de numéro 9 en fait, pour moi, qui est crucial et peut-être qu'ils peuvent leur faire perdre une place dans le haut de tableau, voire une qualification en Ligue Europa Conférence, une 7e place, 6e place. Ouais. Mercato très calme de la part des deux. Voilà, il y a eu un ou deux départs du côté d'Auxerre et rien du côté de Toulouse. Donc, voilà. Mercato calme, club calme. Vaut mieux pas faire parler de toi que parler de toi en mal. Donc bon, voilà, c'est des clubs qui travaillent tranquillou avec ce qu'ils peuvent. Je pense qu'ils auront, je l'espère, mieux à jouer que le maintien. Et pourquoi pas essayer de rester dans la première partie de tableau comme ils le sont actuellement. Strasbourg-Montpellier. Ben pareil, Montpellier, il y a eu des choses aussi sur le mercato. Strasbourg est actuellement 9ème finalement. Strasbourg, voilà, ils font des va-et-vient entre le bas et le haut du classement depuis le début de saison, c'est assez impressionnant. Et ils ont perdu à Rennes donc, la semaine dernière. Ils est resté quand même sur 6 matchs consécutifs sans défaite pour les Strasbourgeois. Donc la dynamique a été un petit peu coupée. Attention à ne pas reprendre une mauvaise dynamique. Montpellier, lui aussi a eu cette dynamique coupée après 2 victoires consécutives. Ils ont perdu face à Lens 2-0. Voilà, c'est des équipes qui... le problème, c'est que je me souviens d'un Strasbourg que dès qu'ils enchaînent une défaite, souvent c'est 2, 3, 4 avant de relancer la machine. Donc attention, il y a un peu d'irrégularité du côté strasbourgeois, qui reste quand même assez solide à domicile. Et pour Montpellier, je pense que ça va être compliqué ce week-end. Voilà. Mais il y a eu un mercato côté Montpellier, quand même, il y a eu des choses de tester aussi. Régularité par rapport à ta jeunesse, hein, Oui, côté strasbourgeois. Les inconvénients de cette jeunesse, de cette classe biberon, qui montre des bonnes choses depuis le début de saison. Contre Rennes, ils font quand même un match correct, mais voilà, il y a pas on va dire, ce déclic et méga manqué notamment pas mal d'occasions. Ça sera à suivre, ça sera à suivre parce que en fait, Montpellier montre quand même des belles choses depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Je trouve que peut-être le compteur point ne récompense pas, et c'est ça qui est le mal à incarner pour Montpellier, parce qu'en soi, t'as pas le temps de te lamenter sur les défaites. Contre Lens, ils ont été dépassés. Là, faut franchement réenclencher une dynamique, prendre des points avant la réception de l'OL. Et voilà, essayer de sortir de cette zone rouge, parce qu'en soi, et voilà, ils sont 17e. Ils ont 3 points de retard sur Saint-Etienne. Derrière, on verra pour Rennes, Nantes, qui me semble un peu au-dessus, mais il y a moyen d'aller approcher cette espèce de barragiste et aller chercher ce maintien, quoi. ça serait fou. Hein. Si Montpellier va chercher le barrage, ils reviennent de très très loin. Alors s'ils le font, et ça sera vraiment un sacré Ça exploit. serait fou, Et mais ça serait quand même très inquiétant pour la Ligue 1 de te dire qu'un Montpellier aussi faible, qui fait une première partie de saison aussi lamentable, parce que le mot est bien trouvé, réussissent à se maintenir. Ça c'est vrai. dirait quand même que la Ligue 1, voilà, il y a quand même un championnat, même à 18, tu as quand même une faiblesse sur la course au maintien. C'est vrai, et c'est depuis quelques années comme ça malheureusement aussi, hein, mais faut que Montpellier en bénéficie. Le mercato, Babo Meïté, Andy Delors et Nicolas Païs. Il aura quand même claqué en Coupe de France une humiliation pour arriver d'Arcilla à Montpellier. Ça, c'est la belle histoire aussi de ce mercato hivernal. Retour d'Andy Delors. Bon, est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe? Et c'est quoi la phrase de Nicolas? Je préfère mourir entouré Ah d'amis ou oui, je sais pas quoi. oui, je me souviens, ouais. Voilà. On est En tout dedans. cas, ça a été le cas avec Andy Delors, voilà, qui remplace numériquement Accor Adams, qui a jamais véritablement réussi à prendre la stature de numéro 9. À voir, physiquement, il y a les inconnus. Il y a aussi l'inconnu de comment la greffe va passer à les supporters montpelliérains. On sait qu'Andy Delors était parti de façon très, très, très
très compliqué. Voilà, il avait forcé son transfert pour aller à Nice à l'époque. Donc ça a été très très compliqué pour voilà, le départ d'Andy Delors avait fait beaucoup de mal aux supporters montpelliérains. On va voir si ça va si dans la durée voilà, il va retrouver l'amour des supporters. Mais oui, oui, il y a une vraie inconnue, mais c'est un pari. De toute façon, Montpellier est obligé de faire un pari. Le seul pari qu'ils n'ont pas fait sur ces trois recrues, c'est Bamo Meïté. Je pense que voilà, un Bamo Meïté qui est relancé peut faire du bien. En tout cas, Ouais. vu la faiblesse du secteur défensif de Montpellier, il ne fera pas de mal. Exactement. Je vais mettre Strasbourg, moi. Tu sais quoi, je vais rester sur la victoire Moi, strasbourgeoise. je mets l'inverse. Je mets la victoire Montpellier-Rennes. C'est logique aussi. Ouais. C'est des matchs qui sont compliqués le dimanche, hein, à pronostiquer. Mais allez, je vais mettre Strasbourg à domicile, mais voilà. C'est vrai que la victoire Montpellier-Rennes est aussi plausible. Et on va passer sur le match du dimanche 20h45. Le SCO d'Angers reçoit l'Olympique de Marseille. Marseille veut enchaîner, Marseille veut se démarquer de cette course au podium en semant ses concurrents monégasques et lillois. Et face à eux, le SCO d'Angers qui n'a qu'une seule défaite sur ses 5 derniers matchs, qui reste sur cependant un match nul face au Havre, mais Angers s'est donné un petit peu d'air dans la course au maintien. Marseille, hormis la défaite à Nice il y a 2 semaines, ça reste sur une série quand même assez solide de victoires. Je vous l'affiche juste à l'écran, puisque à part la dernière défaite datée contre Auxerre avant ce match contre Nice, victoire contre Lyon dans un Olympico en demi-teinte, puisque tu fais une première mi-temps horrible et tu fais une très bonne seconde période. Et le coup, c'est l'arrivée d'Ismaël Benasser en provenance du Milan AC, un prêt qui est alléchant, très alléchant, je trouve, sur le papier personnellement. Avec un milieu de terrain qui commence à avoir une gueule. L'Olympique de Marseille est quand même assez impressionnante. Moi, le seul hic que j'ai à Marseille, c'est qu'il va falloir trouver des défenseurs centraux pour garder cette baraque et convenir à De Zerbi, parce que j'ai l'impression que la défense marseillaise, ça reste quand même le point faible. Je parle pas des côtés, parce qu'un Quentin Merlin, je le trouve encore une fois très très bon. Je parle surtout des centraux, et cet axe marseillais me semble... Ah, je trouve qu'il manque quelque chose pour aller encore passer un step et être au rang d'un Olympique de Marseille. Ouais, l'arrivée de Benasser a fait du bien quand même. Ouais. Voilà, je trouve que c'est une confirmation quand même que bah, tu fais quand même de mercato, tu travailles bien. On a assez souligné l'année dernière les innombrables ratés du recrutement de l'OM. Là, franchement, tu sens qu'il y a une vraie ligne directrice, il se passe des choses. Et je pense que Benasser va se greffer assez facilement à ce milieu de terrain de Marseille qui, quand même, qui a rien à envier à certains milieux Il y a de la gueule, hein. de top 8, pardon. Euh, donc voilà, pour moi, cette équipe olympienne, elle est assez armée maintenant. Il faut assurer la deuxième place. Euh, Aujourd'hui, pour moi, Marseille, ça doit être deuxième du championnat et réduire l'écart avec le PSG. Donc maintenant, il faut assurer la deuxième place et ça passe par un succès contre Angers. Il a montré des bonnes choses, mais voilà, on sent que la dynamique s'est un peu essoufflée. Mais ils ont déjà pris assez de points et c'est une équipe assez coriace, hein. Attention, Angers, c'est une Oui, équipe, franchement, je il y suis a peu impressionnant, hein. d'équipes qui ont eu un match facile contre Angers. Je ne l'attendais pas si mal là. Moi, le SCO d'Angers, je suis extrêmement surpris en bien par le SCO d'Angers cette saison. Pour revenir sur le mercato marseillais, s'il a très très bonne entrée d'Armin Gouiri lors de l'Olympico, à voir s'il confirme, à voir s'il continue sur cette lancée. Parce qu'on va chercher de la régularité enfin pour Armin Gouiri, ou c'est peut-être pas le potentiel qu'on attend pour l'instant. On attend encore une confirmation, un step-up de la part de l'attaquant, l'ancien René, formé à Lyon, mais qui était à Marseille, comme quoi. Ça peut arriver. Je joue quand même la victoire de Marseille. Allez, je trouve qu'à l'extérieur, il reste quand même extrêmement solide, ces Marseillais, cette saison. Et même si Angers a rien à rougir, Angers avait fait un match de patron au Vélodrome au match aller, il faut pas l'oublier non plus. Oui, qui avait un petit peu étonné tout le monde. Je vais rester sur la victoire de l'OM parce que je pense qu'il faut qu'il confirme, c'est maintenant. Et voir ce nouvel OM voilà, montrer, montrer des choses. Allez, les pronos sont faits, voilà, vous avez tout. On a débriefé tous les mercatos hivernaux de tous les clubs à peu près. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Donnez votre avis en commentaire, est-ce que vous êtes satisfait du mercato hivernal de votre équipe? C'est ça la question. Et n'hésitez pas à répondre, je répondrai. Je lis les commentaires, on lit les commentaires. Et on vous remercie aussi des retours, c'est le 6 Nations, puisqu'il y a Angleterre-France, un crunch qui arrive, pour retrouver la vidéo preview. Elle est extrêmement bien partie, on vous en remercie par ailleurs. Également, on arrive tout doucement grâce à ça aux 1500 abonnés. Il nous reste un peu moins d'une vingtaine de personnes à s'abonner. Pour aller chercher les 1500 abonnés, ça nous fait plaisir. Un petit cap sympa, voilà, on peut... Voilà, un jour peut-être on pourra remplir un stade de National 3, voilà. Voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon week-end de football. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour encore une fois parler du championnat quand même temps qu'est la Ligue 1.
Ciao tout le monde.